commencer. Bien, merci Marina. Bien, on va commencer. Bienvenue à tous. Donc, vous m'entendez? Oui. D'accord, très bien. Donc, je continue. Donc, je suis Sabine Rouillon, je suis infirmière hygiéniste à l'équipe mobile d'hygiène d'Épinal-Remiremont. Je prends juste la parole un petit instant pour préciser le contexte de ce webinaire. Ensuite, je laisserai la parole aux experts. En fait, avec mes collègues de l'EMH d'Épinal-Remiremont, on a débuté notre activité en juin 2022. Donc, en tant qu'équipe mobile d'hygiène, notre mission, c'est d'intervenir dans les établissements médico-sociaux pour les accompagner pour leur gestion du risque infectieux. Et dès nos premières visites dans les établissements, on s'est rendu compte que le bio-nettoyage n'était pas forcément une fonction que l'établissement maîtrisait bien ou qu'il considérait vraiment comme essentielle. On a eu beaucoup de questions au sujet du bio-nettoyage, des demandes d'audit. On a pu observer des protocoles très disparates, des pratiques originales, quelquefois très personnelles, mais surtout on a pu constater une grande méconnaissance des recommandations dans un domaine qui est pourtant majeur, c'est-à-dire la lutte contre le risque infectieux. Le bio-nettoyage, c'est quand même la propreté visuelle pour assurer un cadre de vie confortable, mais c'est aussi, surtout, une bonne qualité microbiologique pour un milieu de vie et de soins en toute sécurité, aux frais de personnes souvent bien fragiles. Donc, on a constaté aussi que d'autres équipes mobiles d'hygiène constataient la même problématique. Et donc, c'est pour ça que ça nous a motivés à organiser ce webinaire à destination en premier lieu des établissements sociaux, médico-sociaux, c'est-à-dire les directeurs, les IDEC, les médecins co, les responsables d'hébergement, parce que ce sont eux qui sont à la barre en ce qui concerne le bio-nettoyage, pour les sensibiliser à l'importance du bio-nettoyage, le respect des précautions standards et des recommandations. Donc, merci à vous, vous êtes très nombreux. On a voulu aussi, on a voulu s'adresser également aux professionnels des EMH, parce que ce sont les EMH qui sont au contact direct avec les ESMS, donc pour vous aider dans cette gestion. Donc, ce webinaire se déroule sur 3 parties, 3 présentations de 20 minutes chacune, et chaque présentation sera suivie d'une petite séance de questions. Première partie, les principes et les techniques de bio-nettoyage d'une chambre. C'est présenté par l'équipe d'hygiène de l'OHS Lorraine. Une deuxième partie présentée par le Dr Benjamin Fradin, qui nous apportera des éclaircissements sur les produits de désinfection, parce que choisir un produit de désinfection, c'est pas si simple que ça. Et la troisième partie, le Dr Olivier Meunier nous présentera une perspective d'avenir très intéressante pour les établissements médico-sociaux, l'éco-nettoyage. Donc, allons-y. Je vais laisser la parole à Véronique Prudent, qui est cadre hygiéniste à l'OHS Lorraine, pour la première présentation, les principes et les techniques de bio-nettoyage. Voilà, Véronique, c'est à toi. Bonjour. Tu m'entends, Sabine? Je t'entends très bien. C'est bon, tu peux y aller. Bonjour à tous. Je vais faire mon partage d'écran. Tu vas me confirmer que vous voyez bien quelque chose, Sabine, s'il te plaît? Alors là, pour le moment, on voit ton calendrier Teams. Voilà le diaporama qui arrive. Est-ce que tu peux enlever la barre de gauche, peut-être, et retirer le mode présentateur? Eh bien, je ne sais pas comment on fait. Il faut aller dans paramètres d'affichage juste en haut, là. Ouais. Et basculer. Voilà. Merci. Voilà, impeccable. C'est tout bon? C'est impeccable. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser que, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui les bonnes pratiques et les étapes de bio-nettoyage, enfin, tout au moins ce qui est notre expérience à nous.
mais que je ne vais pas être toute seule parce qu'on est une équipe. On est donc l'équipe opérationnelle d'hygiène et l'équipe mobile d'hygiène de l'OHS de Lorraine. Donc, moi, je suis Véronique Prudent, je suis infirmière hygiéniste. J'ai avec moi Patricia Vautrin. J'entends du monde parler, je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adresse. Non, est-ce que vous pouvez... Non, je pense que c'est qu'il y a d'autres micros. Pardon, bonjour, je suis désolée, je pense qu'il y a d'autres micros qui sont ouverts. Je vais régler rapidement ce problème. Je peux attendre un peu. Véronique. Je peux continuer? Ok. Donc, il y a Patricia Vautrin qui est avec moi, qui est notre grande experte en bio-nettoyage. Je peux te laisser parler, peut-être, te présenter. Eh bien, Madame Vautrin, Patricia, donc responsable hôtelière pendant 12 ans à l'OHS. Je fais partie de l'EOH et de l'EMH. Et puis, je suis en retraite et je suis venue accompagner Véronique, Madame Martin et Madame Gossot, infirmière hygiéniste, et infirmière Madame Martin et Véronique Prudent. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, on a donc les deux casquettes, hein, équipe opérationnelle d'hygiène et équipe mobile d'hygiène. Et conformément à ce que disait Sabine tout à l'heure, on a eu les mêmes remarques dès le départ de notre activité de MH, et c'est aussi les mêmes remarques en EOH. J'entends encore du monde qui parle, c'est un peu perturbant. Donc effectivement, lorsque on va dans des services, que ce soit établissements médico-sociaux, mais même sanitaires, mais là on va plus parler d'établissements médico-sociaux, on se rend bien compte que les besoins en formation sont assez forts, que souvent les professionnels qui arrivent à l'embauche ne sont pas formés. Et que du coup, avant même de commencer, ils auraient déjà besoin d'avoir une petite formation pour pouvoir se mettre en route. Et que du coup, c'est souvent évoqué par les gouvernances des établissements médico-sociaux, mais aussi beaucoup par les professionnels qui ne se sentent pas à l'aise avec les pratiques. Aussi, on voit que, comme partout, il y a un turnover assez important dans les équipes, que ce soit les équipes de bio-nettoyage ou les équipes soignantes, hein, mais là, on va parler de bio-nettoyage. Donc, quand on forme une personne, et parfois, elle ne reste pas, donc il y a une nouvelle qui arrive, et elle a aussi besoin d'être formée. Donc ça nécessite une formation un peu rapide. Tu le disais aussi, Sabine, des besoins d'harmonisation de pratique, parce qu'effectivement, on voit tout un tas de choses avec des gens qui, sur le terrain, se débrouillent comme ils peuvent, des gouvernances qui sont, elles non plus, pas forcément formées. Et puis, c'est vrai aussi que je ne pense pas que vous allez dire le contraire s'il y a des infirmières hygiénistes ici, mais dans le DUPIAS, on ne voit pas forcément vraiment le bio-nettoyage en détail. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on a travaillé dessus. Et donc, comme tu le disais, Sabine, le bio-nettoyage, on parle bien de bio-nettoyage et pas de ménage. C'est la base de l'hygiène. C'est un maillon indispensable dans la prévention des transmissions croisées. Donc, il faut vraiment pas le négliger. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie définition scientifique qui est de réduire la contamination biologique des surfaces. On n'est vraiment pas en train de parler de ménage. On parle bien de désinfection, nettoyage, désinfection. Donc nous, aujourd'hui, on va vous proposer ce qui nous a paru les grandes étapes du bio-nettoyage d'une chambre. Ce sera bien évidemment à adapter à vos possibilités, vos structures, les décisions que vous allez prendre, vos locaux. Et là, on parle d'une chambre, mais ce bio-nettoyage-là va pouvoir s'adapter à tous vos locaux. C'est pour ça qu'on a mis des petites photos de locaux, de déchets, de salles à manger. Ce sera forcément les mêmes étapes. Donc, dans un premier temps, on voulait tout d'abord, et tu en as parlé aussi Sabine, vous parler des prérequis, qui font aussi partie des précautions standards. Donc, tout d'abord, on voit une de nos super ASL là, qui nous a autorisé à la photographier. Donc, ça résume bien la bonne tenue professionnelle qui doit être dédiée à l'activité. On voit bien qu'elle a des manches courtes, qu'elle a des chaussures fermées et adaptées, hein, parce qu'on voit aussi parfois des tongs ou autres. Elle a les cheveux courts ou attachés. L'hygiène des mains va avoir une grande importance et il faut savoir qu'il faut prioriser l'utilisation d'un produit hydroalcoolique, que ses mains sont sans bijoux, ni aux mains ni aux poignets, qu'elle n'a ni vernis ni faux ongles et qu'elle a les ongles courts. Tout ça, c'est absolument indispensable à la bonne hygiène des mains. Ensuite, on ne le voit pas sur cette photo, mais on va y ajouter des équipements de protection individuelle. Donc, le tablier plastique qui va la protéger des projections d'eau, de produits, de liquides.
Et pour manipuler les produits et le matériel, il faut bien sûr qu'elle porte des gants à usage unique. Dans les prérequis, on a souhaité aussi vous parler de la composition du chariot de bionettoyage. Parce qu'effectivement, on a pu le voir dans tous les établissements dont on s'occupe, que parfois, les chariots, on va trouver tout un tas de matériel et de produits qui sont en trop ou pas adaptés ou personnels. Donc là, on a essayé de vous proposer quelque chose qui soit simple et efficace. Donc, si vous souhaitez préparer un chariot de bionettoyage au quotidien, il faut tout d'abord que les produits soient identifiés et datés. On ne peut pas avoir des flacons dont on ne connaît pas la composition, c'est pas possible. Donc, sur un chariot, on voit aussi une petite photo ici, j'espère que vous la voyez bien. On voit qu'il y a du produit hydroalcoolique, hein, je vous ai dit que c'était indispensable. Les produits pour sol prédilués, et ça, je pense que l'intervenant suivant vous en parlera. Les produits pour les surfaces prédiluées. Nous, on a choisi aussi de mettre une crème à récurer. Je vous expliquerai l'importance tout à l'heure. Et on autorise, nous aussi, de positionner du vinaigre blanc. C'est pareil, on reverra l'utilité après. Là aussi, c'est pas forcément évident pour vous, professionnels et gouvernance, de choisir les bons produits. Et c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter, si vous avez des EMH et des EOH auprès de vous, à vous faire aider dans le bon choix des produits et dans la bonne composition de votre chariot, parce que c'est vraiment pas chose aisée. Ensuite, nous, on aime à parler de cadencier. D'autres parlent de planification, nous on aime à parler de cadencier, c'est-à-dire que certains produits ne vont pas être à utiliser tous les jours. Et dans ces cas-là, on se référera. Je vous ai mis un petit exemple de tableau pour quel produit, quelle action, quelle surface, quelle cadence. Donc, par exemple, on pourra alterner détergent désinfectant et eau tiède, par exemple. Le détartrant, nous, on choisit de ne pas forcément le faire utiliser tous les jours aux professionnels. On préconise plutôt quelque chose comme une fois par semaine. Le vinaigre blanc, bah là, je vous l'ai mis au-dessus, mais je le remets ici aussi parce qu'il peut être utilisé une fois par semaine, par exemple, pour détartrer un pommeau de douche. Ça peut être utile aussi d'avoir un cadencier pour savoir quand est-ce qu'on les détartre. Et puis, je l'ai mis en petit, mais il reste important aussi de savoir qu'un détergent désinfectant va être utile pour les sols en cas d'épidémie. Donc, je vous disais, chariot simple et efficace. Donc, dessus, vous aurez aussi des équipements de protection individuelle, gants à usage unique, tablier. Aussi les types de balais, balais type trapèze, balais rasant. Des bandeaux, des lavettes, des voiles préimprégnés. Une poubelle, évidemment, pour évacuer. Et un filet pour évacuer aussi les bandeaux et les lavettes sales dans votre blanchisserie. Nous, on préconise aussi une balayette et une pelle, mais l'idéal, c'est qu'elle soit ergonomique. Je vous ai barré un produit, j'ai écrit produit miracle maison, parce que c'est vrai qu'on voit aussi des agents qui, faute de formation, amènent les produits qu'elles ont à domicile. Donc on a trouvé, j'ai entendu parler récemment du décap-four, qu'est-ce qu'on a pu rencontrer, du desktop, enfin tout un tas de choses. Donc rien apporté de la maison, ni choisi soi-même. Je vous ai mis une petite photo du chariot où on voit qu'il y a la possibilité aussi de mettre quand même une petite réserve de matériel dans un des tiroirs et qu'il soit fermé. On n'y voit aucun matériel ni objet superflu, donc il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'objet personnel, etc., ni de produits supplémentaires qui ne soient pas dans votre protocole. Donc la première des étapes va être le bio-nettoyage des surfaces. Donc, évidemment, ça commence par une friction avec un produit hydroalcoolique. On porte des gants et un tablier à usage unique, hein, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et on commence par l'aération de la pièce. Hein, renouveler l'air dans une chambre, c'est très important. Et donc, on peut débuter ensuite le bio-nettoyage des surfaces et de l'environnement en commençant par les surfaces les plus touchées. Les interrupteurs, les poignées, tout ce qui peut être touché par les soignants, les différents intervenants et les résidents. Donc, on va utiliser une lavette préimprégnée de produits et cette lavette est à utiliser sur ces 8 faces.
C'est-à-dire que, comme vous le voyez avec notre super ASL, elle est pliée et on utilise les 8 faces. Et surtout, on ne la retrempe pas dans le produit. Il est bien évidemment possible d'utiliser autant de lavettes que nécessaire. Vous pouvez bien sûr en changer autant de fois qu'il est nécessaire. Et on va du plus propre au plus sale, c'est-à-dire, par exemple, on commence par les interrupteurs et on terminera par les toilettes, du haut vers le bas et du plus éloigné au plus proche. Une fois qu'on a terminé cette intervention sur les surfaces, on peut évacuer ses lavettes sales et sa poubelle. Nous, c'est pareil, dans le même objectif d'être sûr que toutes les surfaces ont bien été nettoyées. On propose de prévoir et de respecter un cadencier, c'est-à-dire que la télé, c'est pas forcément nécessaire de la désinfecter. Et encore, est-ce que c'est nécessaire de désinfecter une télé? Non, mais en tout cas de la dépoussiérer quotidiennement. Le bandeau lumineux, c'est pas forcément une nécessité quotidienne non plus. Donc dans ces cas-là, on va instaurer un petit tableau qui nous dit, bah voilà, je vous donne un exemple, tous les jeudis, c'est le jour du bandeau lumineux, tous les mercredis, c'est le jour du dessous de lit, par exemple. Et bien sûr, si toutefois votre établissement a choisi d'utiliser un produit sous forme de spray, il est important d'asperger bien sûr suffisamment la lavette et surtout pas la surface. C'est pour éviter l'inhalation de produits. Ensuite, l'étape suivante sera le bio-nettoyage des sols. Donc, le bio-nettoyage des sols, il débute forcément par un balayage humide. Ça permet d'éliminer les poussières et sans forcément les remettre en suspension dans l'air. C'est une étape indispensable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que s'il n'y a pas de grosses salissures visibles, on ne fasse qu'un balayage humide, mais en tout cas, il y aura forcément un balayage humide qui peut ensuite être suivi d'un lavage des sols. Donc là, vous voyez aussi notre super ASL qui est en train d'effectuer un balayage humide. Donc elle a un balai type trapèze avec des gaz préimprégnés, hein, c'est l'idéal. Elle démarre de la porte, puis fait le tour de la chambre. Elle reste bien sûr, et c'est là très important aussi, l'ergonomie, elle reste dos droit. Elle réalise des mouvements en godille, c'est-à-dire en 8. Hein. Vous voyez, je vous ai mis un petit schéma aussi en dessous de la photo. Elle ne lève jamais le balai. Et une fois qu'elle a terminé cette étape, elle enlève la gaze de son balai tout en maintenant le balai au sol. C'est une gymnastique, ça s'apprend, mais on y arrive. Et ensuite, elle évacue les débris et la gaze à l'aide d'une balayette et d'une pelle ergonomique. Vient ensuite la détertion des sols ou la désinfection des sols en cas de cadencier qui le nécessite ou de risque d'épidémie. Donc, je vous le répète parce que c'est très important, cette détertion, elle doit forcément être précédée d'un balayage humide. Le processus va être exactement le même que pour le balayage humide. Hein. Je vous ai remis un petit schéma à nouveau. Et on respecte bien sûr un cadencier d'utilisation du bon produit qui doit être prévu dans vos établissements. Donc là, je vous ai mis des exemples, détergents neutres, détergents désinfectants ou eau tiède. Il est important aussi de ne pas trop mouiller les sols et préférer du coup la méthode de pré-imprégnation. Toutes ces étapes vont nécessiter une traçabilité. Ça permet de garantir que toutes ces étapes ont bien été effectuées. Ça apporte la preuve de leur bonne réalisation. Ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Et donc ça permet de dire qui a fait quoi et quand. C'est aussi important de ne pas tracer si quelque chose n'a pas été fait. Ça permet aussi d'être vigilant sur quelque chose qui ne peut pas être fait, qui n'a pas pu être fait et chercher à savoir pourquoi. Ça permet de vous assurer des points de vigilance, surtout s'il y a une gouvernance qui va jeter un œil aux traçabilités, se dire tiens, pourquoi ça n'a pas été fait, est-ce qu'il y a eu un souci? Et du coup, ça permet aussi de faire des transmissions à l'équipe suivante. Bah, j'ai pas pu aller faire cette chambre-là, j'ai pas pu aller faire telle pièce parce que, ben, il y a eu un souci, donc du coup, ce sera à toi de le faire, par exemple, cet après-midi ou demain. C'est aussi important de dire ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, comme on le met en dessous, ces enregistrements, ça permet de les analyser et de réajuster s'il y a des soucis ou s'il y a des déviances de pratique. L'étape importante ensuite, après cette traçabilité, c'est la désinfection du chariot en lui-même, parce que le chariot en lui-même doit aussi être entretenu. Donc préalablement, on le vide, on le désinfecte. Il est possible de repréparer les produits et le nécessaire pour le lendemain.
sans toutefois préparer les solutions qui sont prédiluées, parce que souvent, ils ont une durée d'utilisation limitée. Mais on peut repréparer les produits, le matériel pour le lendemain, par exemple. Et cette désinfection-là, elle aussi, doit être tracée sur la traçabilité du chariot. Les petits plus dont on ne vous a pas parlé précédemment, c'est la méthode de pré-imprégnation. On voit une petite photo. Ça permet de préparer un nombre de lavettes et de bandeaux suffisant aux travaux que vous allez effectuer au quotidien et ne les imprégner que de la juste quantité de solution. Ça permet de ne pas trop utiliser ni jeter de solutions prédiluées. Je vous ai parlé du cadencier, de la planification. Pour nous, on pense que c'est très important parce que ça permet non pas de surcharger l'activité de bionettoyage, mais plus de la diluer, entre guillemets, sur une semaine, tout en étant sûr que tout sera bien fait. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé d'utilisation de la crème à récurer. Nous, on a choisi de la laisser en permanence sur le chariot parce qu'on se rend compte que chez les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, souvent, les lavabos, ils vont être souillés de quelque chose qui va sécher, du dentifrice. Aussi, c'est fréquent de trouver des crachats. Et on trouve que ce qui est encore le plus adapté pour nettoyer ces surfaces-là, c'est une petite noisette de crème à récurer. Hein. Bien sûr, il ne faut pas l'utiliser en abondance. Et ensuite, utiliser une lavette humide et bien frotter l'ensemble de son lavabo pour faire partir toutes les souillures qui seraient un petit peu difficiles à évacuer. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de laisser la crème à récurer sur le chariot. Et nous pensons que le détartrant, il n'est pas forcément, enfin, il est inutile selon nous de l'utiliser tous les jours et qu'une fois par semaine, ça paraît déjà pas mal, surtout si on est sûr que c'est tracé dans le cadencier, c'est-à-dire que c'est bien effectué au moins une fois par semaine. Et là, vous voyez une petite photo de notre super ASL qui est en train d'appliquer du détartrant avec son petit bec de canard là. Donc, elle l'applique. Et ensuite, elle va forcément avoir une action de détertion, c'est-à-dire qu'elle va prendre le balai des toilettes et frotter. Hein, il faut forcément qu'il y ait une action mécanique en plus du détartrant. Je reviens sur les incontournables parce que ça nous paraît quand même assez indispensable. Hein. Bien penser à la friction aux produits hydroalcooliques. Ça permet de protéger vos résidents, de vous protéger vous, en passant d'une chambre à l'autre pour éviter les transmissions croisées de micro-organismes. Bien penser aux équipements de protection individuelle parce qu'on le voit au quotidien dans les établissements médico-sociaux. Vous avez souvent des tabliers à usage unique en plastique, mais parfois, on ne comprend pas bien l'utilité, c'est pas trop utilisé. Or, ça vous protège vraiment de toutes les projections que vous pouvez avoir sur votre tenue. Bien respecter les produits, c'est-à-dire que tout soit écrit, qu'on sache quoi utiliser, quand, pour quelle surface, quelle dilution. Ça, c'est hyper important. Donc, je vous mets voilà, respect des produits et respect du cadencier. Hein. Je vous ai remis notre petit exemple de cadencier. Et en dessous, vous voyez aussi un exemple de traçabilité sur lequel aussi vous pouvez rappeler votre cadencier, qu'est-ce qu'on utilise quand. Et puis, ben, c'est aussi important pour nos super ASL, c'est-à-dire l'ergonomie, toujours prévoir quelque chose qui permet de bien travailler. Et à proscrire, parce que, ben oui, il y a quand même des choses à proscrire. Bah ouais, parfois on voit pas trop d'hygiène des mains, ni à l'eau et au savon quand on a les mains souillées, ni à la solution hydroalcoolique. Donc bien penser à prévoir des solutions hydroalcooliques partout. Parfois on voit aussi, bon bah aujourd'hui j'ai pas le temps, alors je fais juste, je passe juste un coup de balai rasant et puis tant pis pour le balayage humide, hein, de toute façon ça sert à rien. Non, c'est hyper important le balayage humide. Ça permet vraiment d'éliminer toutes les souillures visibles et le fait qu'il soit humide, ça permet de pas remettre ça dans l'air de la chambre. Mauvaise tenue professionnelle, là vous avez une super main là avec des bijoux, des ongles longs, bien réexpliquer à toutes vos équipes l'importance des bonnes pratiques d'hygiène des mains. Le mélange des produits aussi, ça peut être très délétère et pour le résident et pour les professionnels. Hein. C'est toujours bien respecter l'utilisation, ne jamais rien mélanger. Un chariot surchargé aussi qui ne va pas forcément être très propre, on ne sait plus quoi utiliser, ce qui sert à quoi, donc bien être très rationnel dans la préparation de son chariot. Et puis éviter de trop mouiller les sols parce que ça ne sert à rien, ça ne sèche pas bien, ça nettoie pas mieux et puis ça peut être dangereux.
Le petit plus qu'on vous ajoute aujourd'hui, et c'est grâce à Madame Vautrin si on a pu en arriver à là, nous avons créé 5 vidéos formatives courtes sur les 5 thèmes que nous venons de vous relater là dans ce diaporama. Donc les prérequis au bionettoyage, le bionettoyage des surfaces, le bionettoyage des sols, la désinfection du chariot et sa traçabilité, et les plus du bionettoyage. Ces 5 thèmes sont abordés dans les vidéos très courtes parce qu'il nous a paru indispensable que vous ayez les clés pour former tous vos professionnels, tous nouveaux professionnels qui arrivent assez rapidement et sans que ça prenne trop de temps dès leur arrivée. Donc, pour le moment, les liens YouTube ne sont pas encore tout à fait disponibles parce qu'il nous restait encore 2-3 petites coquilles à corriger. Mais je pense pouvoir vous dire que là, on est bientôt juin. Je pense que d'ici fin juin, on pourra vous proposer des liens YouTube et on en discutera avec Marina pour vous donner l'accès à ces vidéos. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Véronique. Nous sommes ouvertes à toute question. Merci Véronique. Alors, Merci, il y a eu Véronique. beaucoup de questions Merci. effectivement dans le chat. Du coup, je vais juste répondre déjà à une première question si vous m'entendez bien. C'est qu'on va faire une FAQ, donc vous aurez un peu les réponses à l'ensemble des questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous prépare ça. Et Véronique, qu'est-ce que tu voudras bien mettre sur ton PowerPoint à disposition? Pas du tout. Alors, Il a été fortement réclamé. Je veux juste réussir à récupérer mon écran parce que je n'y parviens pas. Ça y est. Oui, bien sûr, j'ai eu l'autorisation de ma direction pour vous partager ce diaporama. Je vais te le donner en version PDF, Marina, parce que c'est vrai qu'on a essayé aussi de faire quelque chose qui puisse être tel quel réutilisé dans vos établissements. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire des formations de vos professionnels. Oui, bien sûr, je le mettrai à disposition. Super, merci. Et il y a une autre demande, tant que j'y suis. Est-ce que tu auras un exemple de doc de traçabilité également? Bien sûr. Ah, super. Eh ben, si tout ça, ce serait parfait, parce que c'est très attendu. J'ai essayé de répondre quand même à un maximum des questions parce qu'il est 14h28, qu'on ne prenne pas trop de retard. J'ai été longue. Du coup, non, c'est parce qu'on a commencé un petit peu en retard, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Du coup, juste peut-être une ou deux questions quand même. Les balayettes, alors je ne sais pas si tu pourras répondre. Les balayettes comme les têtes de loup ne sont-elles pas déconseillées à cause des projections possibles? Est-ce que tu as une idée de ça? Projection sur les têtes de loup? Ouais. Nous, on utilise. Remise en suspension peut-être de poussière, mais projection, c'est pas censé être mouillé, une tête de loup. Non, je pense que c'est bien la remise en suspension. Ouais. Bah, D'accord. c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je laisse peut-être la parole à Patricia, mais je pense que c'est parfois indispensable d'aller chercher les toiles d'araignée parce que c'est pas forcément visuellement, c'est pas très agréable. Donc nous, on en utilise. On en utilise. Okay. Peut-être pas les utiliser en présence des résidents, peut-être au moins ça, mais je pense que c'est quand même utile. Oui, bien sûr. Et puis, si on respecte le principe du bionettoyage du haut vers le bas, on va nettoyer le haut et ensuite ramasser tout ce qui est tombé. Bien sûr. Et l'agent est en mesure de se protéger s'il y a trop de projections. Alors, une autre petite question, parce qu'après, du coup, on passera à Benjamin. Alors, je vois qu'il y a des gens qui lèvent les mains, donc n'hésitez pas à mettre les questions vraiment dans le chat. Je vais tout répertorier et essayer vraiment de répondre à chacune de vos questions. Alors, quid de l'eau de Javel? Alors, si j'avais une dernière question à vous poser, les filles. Alors, nous, on l'a complètement supprimé parce que déjà, il y avait souvent beaucoup de mélange avec d'autres produits. On met de l'eau de Javel parce que ça blanchit, puis on met du désinfectant dessus. Donc, déjà, c'est pas terrible. Et en plus, ça blanchit, oui, mais ça désinfecte pas et c'est pas forcément plus détartrant qu'autre chose. Donc, nous, on l'utilise plus du tout. Et je vois une question là, le port du tablier jetable obligatoire au quotidien ou selon le risque d'infection des chambres? Non, c'est au quotidien, hein, c'est vraiment pour protéger votre tenue des risques de projection, de produits ou de liquides biologiques. Hein. Quand vous êtes au-dessus des toilettes, forcément, vous allez avoir des projections sur votre tenue, donc c'est vraiment obligatoire au quotidien pour protéger vos tenues.
Et par C'est contre, également... je vois pas toutes les questions, donc j'ai dû Ouais, il y en a sortir. quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois que le sujet est intéressant, est oui. intéressant, donc je vais tous les noter. Du coup, s'il y en a d'autres, je te les transmettrai, Véronique, si Oui, tu veux avec bien. plaisir, avec plaisir. Et voilà, et puis on va pouvoir continuer parce qu'en plus, il y a certaines questions qui vont arriver. On va avoir des réponses après. Donc, Ok. autant continuer les présentations. Merci beaucoup. Je te relaisse la main, Sabine. Oui, merci. Juste un petit complément sur le cablis à usage unique. Oui, pour protéger sa tenue, mais pour éviter aussi, pour éviter le risque de transmission croisée. Voilà, je referme la parenthèse. Merci Véronique pour cette présentation. On est bien impatient de voir les vidéos. Et je trouve que c'est vraiment une belle idée de pouvoir présenter des petites vidéos très courtes pour les formations pour les agents. C'est vraiment une belle idée. Merci beaucoup. Eh bien, c'était un exposé des bonnes pratiques en matière de bio-nettoyage, mais pour faire un bio-nettoyage efficace, il nous faut des produits conformes. Donc, je vais laisser la parole au docteur Benjamin Fradin pour la deuxième présentation qui est intitulée « Désinfection et normes, comment bien choisir son produit ». Donc, le docteur Benjamin Fradin est pharmacien hygiéniste au centre hospitalier Nord-Ardennes. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Vous voyez mon diapo, c'est bon? Oui, c'est bien. C'est bien. Ouais. Je préfère juste pas activer la caméra parce que j'ai pas une connexion idéale. Donc, au moins, je suis sûr que j'espère que vous m'entendrez bien et qu'il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à me redire. Du coup, voilà, je suis praticien au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Donc, on a à la fois du MCO, mais on a aussi de l'ESMS avec 8 structures EHPAD. Donc, nous, on fait souvent la jongle entre les deux et c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter en fonction de là où on intervient. Du coup, là, l'objectif, ça va être de bien comprendre les normes inhérentes au bio-nettoyage pour bien choisir son produit, du coup. Et le but, c'est surtout que d'un point de vue secondaire, vous soyez capable d'identifier rapidement les produits normés pour pouvoir vous garantir une qualité de bio-nettoyage et favoriser les bonnes pratiques au sein de votre structure. Par contre, alors attendez 2 minutes, j'ai juste un petit couac personnel. Hop. Vous voyez toujours le diapo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là? Bon. Oui, on voit juste les... Voilà, ça a l'air... Bon. Voilà, très bien, c'est bon. Et moi, j'ai juste eu un petit souci. Donc voilà. Au niveau du plan, je vais d'abord vous faire une petite explication des normes. Je vais vous parler des normes médicales et des normes des autres domaines pour ne pas se faire avoir, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des normes médicales en termes de bio-nettoyage. On a aussi des normes industrielles ou vétérinaires. Et enfin, je vais vous donner quelques conseils et tips pour bien choisir son produit. Donc, une norme, c'est quoi? À la base, si on suit le Robert pour notre domaine, ça va être un ensemble de règles techniques et des critères définissant un objet, un produit ou un procédé. Donc, en gros, en théorie, en gros, la norme, c'est ce qui va permettre de réduire les concentrations bactériennes. Voilà. On va avoir sur une surface une grande quantité de bactéries. Une fois qu'on a passé le produit, on est censé en avoir moins. Voilà, c'est qu'une norme. On va de suite les détacher en 3 phases. Il y aura 3 niveaux d'exigence existants. On va avoir les phases 1, la norme de base. Ensuite, la phase 2, les normes d'application. Et les phases 3, les normes en conditions réelles d'utilisation. Ah, il ne veut pas. Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne veut pas. Voilà, ça y est. Hop, hop. Voilà. La phase 1, du coup, c'est la norme de base et on vérifie juste que le produit tue les bactéries dans de l'eau propre. Donc, on est dans des conditions de propreté déjà de base. Ça veut dire que notre surface, elle est propre initialement, qu'il n'y a pas de saleté, pas de salissure. En gros, ça n'arrive jamais. Donc, du coup, vous allez avoir 1 ml d'eau propre contaminée avec des micro-organismes. On rajoute 9 ml de produit et à la fin, on obtient 10 ml d'eau propre avec le produit. Donc, évidemment, c'est des produits dans les conditions d'utilisation du fabricant. Ça va être la phase 1. Il ne veut pas. Hein. Je suis désolé, mais... Ouais, je crois qu'on a un petit problème avec le micro, Benjamin, on ne t'entend pas très bien. Ah, mais je pense que je dois avoir un peu de lag ou un truc comme ça. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est un peu long. Vous voyez quand même bien le diapo? Ouais, nickel. T'inquiète, le reste est OK. Je vais essayer de parler un peu plus fort peut-être et plus proche de mon micro.
Du coup, là, ensuite, vous avez la phase 2 où c'est les normes d'application. Ça, on va la détailler en 2 étapes. Vous allez avoir une première étape qui est indispensable pour tout produit chimique. Et ensuite, vous allez avoir une étape 2 où on va simuler des conditions d'utilisation pour vérifier que le produit va être efficace selon son usage quotidien. Donc, le premier schéma en haut, vous avez la phase 2, étape 1, ce qui va être le plus important pour vous. Hein. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va prendre 1 millilitre d'eau sale. Donc, dedans, on va ajouter des protéines ou de la saleté pour simuler des conditions de saleté. Et ensuite, à ça, on va ajouter le produit selon ses conditions d'utilisation. Donc, c'est ce qui va être idéal pour un détergent désinfectant. Et je précise bien, c'est ça qu'on va utiliser pour un détergent désinfectant. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir un produit qui à la fois nettoie les salissures et en même temps désinfecte en conditions de saleté. Donc, vous allez avoir du coup, tous les produits qui ont ces normes de phase 2, étape 1 sont des détergents désinfectants utilisables au quotidien. Et ensuite, en fonction de certaines conditions, donc là, ça va être plutôt dans ce qu'on appelle la désinfection de haut niveau, on va passer sur des phases 2, étape 2. Et donc, vous allez avoir 3 types de sous-conditions. Vous allez avoir soit par immersion, quand on veut immerger des dispositifs médicaux à haut risque. Donc, ça peut être de l'endoscopie, des dispositifs chirurgicaux. Donc, vous, normalement, en ESMS, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Ça va être pour des surfaces, par exemple des sondes d'endoscopie, on va ajouter une goutte de produit sur la lame et puis ensuite on va nettoyer cette surface pour vérifier que notre produit est... pardon, on va juste ajouter le produit directement sur la surface et on va voir si ça tue les bactéries. Et si c'est le cas, on va considérer que ça fonctionne pour une application directe sur les surfaces. Donc ça va plutôt être des systèmes de désinfection par aérosol ou ce genre de choses. Puis à la fin, vous allez avoir l'essuyage de votre lame avec une lingette. Et là, vous allez plutôt être dans la désinfection justement des sondes endocavitaires ou ce genre de choses. Cependant, ces phases 2, étape 2 peuvent être aussi utiles dans des procédés sans chimie, parce que vous voyez que là, on va simuler une condition d'utilisation. Donc, si on veut utiliser un produit sans chimie comme une lingette microfibre à l'eau, on va plutôt faire une phase 2, étape 2, pour voir si ça fonctionne bien et qu'on arrive quand même à avoir une action sur les micro-organismes. Et je pense que le docteur Meunier détaillera beaucoup plus ça dans sa présentation, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un peu long, je suis désolé. Je vais peut-être relancer, mais... Attendez, ce que je vais faire, c'est, si ça vous embête, je suis vraiment désolé, je vais arrêter, je vais relancer, parce que là, ça ne veut pas. Est-ce que tu veux, Benjamin, que je passe moi les diapos? Bah, si tu veux essayer de partager, là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas les passer. Voilà, je vais essayer de partager, OK? Ouais, ça marche. Hop, hop. OK. On était à la diapo 7, du coup, ouais, vas-y. Ouais, du coup, j'avais... Non, c'est bon, je vais y arriver. C'est OK pour toi qu'on était là ou tu veux que j'avance? Tu peux aller à la diapo d'après, ouais. Donc, du coup, les phases 3, c'est des phases en conditions réelles d'utilisation et à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Tout simplement parce que c'est trop compliqué à cadrer, à mettre en place. Et donc, pour le moment, au niveau de l'AFNOR et ce genre d'organisme, ils n'ont pas réussi à trouver de méthode pour mettre ça en application. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, du coup, les phases 3, je vous en parlais pour que vous l'ayez en tête, mais ça n'existe pas vraiment. Vas-y, tu peux passer à la suite. Ensuite, du coup, c'est ce que je vous expliquais, les normes vont se détacher en 3 domaines. Vous avez les normes médicales,
et vas-y, tu peux avancer, qui vont toucher au domaine de la médecine et aux exigences de celle-ci. Et du coup, ça comprend les hôpitaux, mais ça comprend également les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux. Donc, du coup, vous, oui, vous êtes un établissement médico-social, vous accueillez des personnes handicapées ou des personnes âgées, c'est censé être leur lieu de vie, mais vous restez un établissement médical, donc médical, norme médicale. Ensuite, vous avez des normes tertiaires, si tu peux avancer, Step, qui, elles, vont toucher à tout ce qui va être domaine industriel, agroalimentaire, collectif hors médical et domestique. Donc, ça va être pour les écoles, etc. Mais on n'est plus dans le domaine médical. Et le dernier domaine, du coup, ce sera le domaine vétérinaire, qui, elle, touche à la santé des animaux, tout simplement. Donc, pareil, ça ne concerne pas vraiment les établissements hospitaliers ou médico-sociaux. Donc, nous, on va se concentrer sur le médical. Donc, la phase 1, c'est une phase qui concerne finalement tous les domaines. Comme je vous ai dit, c'est de l'eau propre. Ça veut dire que normalement, on est censé avoir déjà nettoyé avant d'utiliser des produits. Mais finalement, ce n'est pas vraiment très utile parce que ça voudrait dire qu'on fait d'abord un entretien pour enlever les salissures pour ensuite faire une désinfection. Donc, la phase 1 est-elle essentielle? Non, elle ne l'est pas. Si tu peux avancer, Marina. Ce sera la phase 2 qui sera plus importante car elle ajoute la condition de saleté. Donc, pour les détergents désinfectants, c'est ça qui est plus important. Vas-y. On arrive donc à la phase 2 qui sont les normes médicales. Et donc, celle-là va être indispensable pour tout produit chimique utilisé, surtout dans vos structures. Parce que ça va être ce qui va coordonner une action à la fois détergente et désinfectante avec une action désinfectante en condition de saleté. Donc, si vous devez retenir un truc de tout ce topo, c'est cette diapo finalement. Voilà. Donc, 20 minutes juste pour vous parler d'une diapo, on va gagner du temps. Mais en gros, il faut absolument qu'en bactéricidie, vous soyez en 13727, en microbactéries tuberculosidie, si vous allez jusque-là, 14348, le virucidie fongicidie 13624 et virucidie 14476. Enfin, la sporicidie, c'est la 17126. Ce n'est pas la 13704, mais je vous en parle un peu après. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va prendre en compte le Clostridium difficile, ce que ne prend pas forcément en compte la 13704. Bref, ça, c'est des chiffres, il ne faut pas les connaître par cœur, mais c'est des points à savoir. Je n'ai pas également trop détaillé, mais sachez que la virucidie peut également se détailler en plusieurs sous-parties. Et du coup, il faut absolument que vous preniez en compte le virus de la vaccine qui va sensibiliser à l'ensemble des virus nus résistants dans l'environnement. Et donc, si vous ne prenez pas en compte ce virus-là, vous risquez d'avoir un produit qui n'est pas assez efficace sur vos virus en cas d'épidémie à norovirus, par exemple, ou ce genre de choses. Vas-y, tu peux passer à la suite. La phase 2, étape 2, là, on va simuler des conditions d'utilisation. Bon, en théorie, je pense que ça vous arrivera quasiment jamais. Comme je vous ai dit, c'est de la désinfection de haut niveau. Je vous l'ai mis parce que peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent aussi sur du sanitaire et du médico-social. Donc, ça fait du bien quand même de le rappeler un peu. Mais on reste quand même dans presque de la surqualité pour de l'EHPAD. Vas-y. Donc, du coup, si par exemple, alors là, j'ai mis entretien de sol, mais d'une surface, enfin, de sol, mais en fait, c'est d'une surface que je voulais parler, excusez-moi, j'ai fait une petite faute dans le titre. Donc, je souhaite un produit détergent pour entretenir une surface sale. Hors sport, parce que c'est quand même toujours compliqué d'ajouter les sports, et je vous explique après pourquoi. Quelle norme me faut-il au minimum? Du coup, il va me falloir en bactéricidie la EN 13727, si tu peux avancer, s'il te plaît. En virucidie, la 14476, comprenant la vaccine. La levurécidie en EN 13624. Ça, ce sera le principal. La tuberculose, on n'en avait pas tous les jours et ça ne reste pas très bien sur les surfaces. Il suffit de bien aérer les pièces, en général, il est éliminé. Et puis les spores, à part dans le cadre du Clostridium difficile, on a quand même peu d'intérêt à avoir un produit sporicide au quotidien. Donc, du coup, sur les surfaces hautes, si vous voulez éliminer, on va dire, les plus gros germes du quotidien, voilà les 3 normes qu'il vous faut au minimum. Vas-y pour la suite. Et pourquoi donc minimum celle-ci? Comme je vous disais, on est en milieu mouillé sale. L'effet mécanique va enlever les salissures de vos surfaces qui vont rester dans l'eau
Et donc, on va être obligé d'avoir un désinfectant qui fonctionne en conditions mouillées, parce que sinon, ça va ressécher dessus, ça ne va pas désinfecter, vos bactéries vont rester sur vos surfaces si vous n'avez pas ces phases-là, ces normes-là. Vas-y. En complément, si vous voulez vraiment avoir, comme je vous disais, de la surqualité, ça, c'est les normes de phase 2, étape 2 que je vous ai ajoutées. Si vous êtes dans des situations vraiment à risque, par exemple, je ne sais pas, si vous avez un secteur un peu protégé, avec des patients un peu plus à risque, mais bon, à mon avis, vous n'y êtes pas. Mais au cas où, vous pouvez toujours regarder si ça y est ou pas. Vas-y, on peut enchaîner. Donc, du coup, là, je vous ai vraiment parlé beaucoup de normes. J'espère que je n'ai pas trop endormi, surtout après manger. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de choses. Et comme ça, ça fait un peu brut de décoffrage. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est donc ces fameuses 3 normes quasiment de phase 2, étape 1. Mais c'est surtout ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est la notion d'efficacité dans le temps de ces normes. Donc, vas-y, tu peux avancer, Marina. On n'a pas abordé le temps d'efficacité des normes. Donc, du coup, en fait, il faut savoir qu'un produit, il va être normé parce qu'il a réduit les bactéries, les virus, les champignons sur une surface, mais on ne sait pas forcément en combien de temps. Donc, vas-y, tu peux avancer, Marina. Encore, du coup. Donc, du coup, on peut se retrouver soit avec des produits qui vont tuer en 30 secondes des produits. On voit, ouais, efficacité en 30 secondes, c'est top. Puis à côté, on a une petite ligne en dessous, virucidis en 20 minutes. Bon, voilà, il faut quand même être vigilant parce que finalement, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'avoir une action courte par rapport à ce qui se passe réellement au quotidien. Et donc, ça, on sait à peu près au quotidien comment ça fonctionne. Donc, vas-y, tu peux avancer. Donc, finalement, dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes avec un patient, vous pouvez facilement lui dire, bon, vous ne touchez pas cette surface, hein. On sait qu'en fait, en général, il va à peu près la retoucher au bout de 5 minutes. Donc, en fait, si votre produit n'est pas efficace dans les 5 minutes, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. L'asporicidi, c'est quelque chose qui est très particulier, qui est beaucoup plus compliqué à avoir. Souvent, c'est des choses qui sont très résistantes dans l'environnement. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt demander, on va dire, allez, 15 minutes et on va éloigner les surfaces des résidents contaminés, des zones pour éviter le contact des personnes malades. Donc, soit on isole tout dans la chambre et on crée ce qu'on appelle du matériel dédié, soit ce qu'on fait, c'est que on isole le matériel, on le fait à part et on le laisse au moins 15 minutes sécher tranquillement dans son coin. Si vous avez des DM à immerger, comme des garrots, des petits plateaux, ce genre de choses, là, par contre, on va être plutôt sur du 15 minutes pour l'immersion. C'est à peu près ce qui est recommandé de manière générale. Et souvent, on les atteint largement parce qu'on va les mettre une fois qu'on a fini, puis le soir, on y revient. Et puis voilà. On a fait plusieurs heures de trempage. Donc, si votre produit n'est pas efficace sur les 5 minutes sur les surfaces, ce n'est pas la peine d'aller le sélectionner s'il dépasse ce temps-là. Donc, du coup, bien choisir son produit. Vas-y, tu peux avancer, pardon. On devra donc prendre en compte l'utilisation souhaitée pour bien choisir ces normes, hein, les normes validées. Il faudra faire attention à tout ça. Il faudra faire attention au temps nécessaire et à l'adéquation des professionnels au produit et enfin à son prix. On ne va pas se faire avoir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a un produit miracle qui fonctionne en 30 secondes mais qui coûte 20 € que celui qui fonctionne en 3 minutes, il ne sera pas tout aussi efficace pour 1 €. Donc, c'est tout un ensemble à prendre en compte. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'adéquation aux professionnels. Enfin, des professionnels, pardon. Donc, en fait, vous, votre travail, ça va être surtout de voir le 1, 2, 3. Et une fois que vous avez vu le 1, 2, 3 et que vous avez sélectionné vos produits, c'est à vous de faire des essais. Donc, tu peux passer à la suite, Marina. Il va falloir vraiment organiser des essais et faire un premier tri. On peut voir, enfin, moi, moins, mais on peut voir sur certaines structures, je suppose, des fois des tonnes et des tonnes de produits. Et du coup, le but, ça va être plutôt de réussir à recentrer sur l'essentiel. Le but, ça va être déjà si vous avez plusieurs références, de cibler ceux qui ont déjà ces 3 normes avec minimum 5 minutes, enfin au maximum, 5 minutes de temps d'action. Il ne faut pas hésiter à demander aux fournisseurs les dossiers scientifiques, les fiches techniques où ils détaillent ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils tuent et en combien de temps. C'est leur travail, ce n'est pas le vôtre. Hein. Vous n'allez pas aller chercher 15 000 ans sur Internet pour trouver une fiche technique qui va être différente d'un fournisseur à un autre
d'un distributeur à un autre, vous contactez directement les labos vendeurs et vous leur demandez les fiches techniques et les dossiers scientifiques si besoin. Vous faites des tests, c'est au moins une semaine pour chaque produit, par les mêmes personnes, mais pas par une personne, c'est par plusieurs personnes qui vont tester les différents produits, qui vont vous les comparer et vous dire ce qu'ils préfèrent. Il faut que ce soit facile d'utilisation, qu'il n'y ait pas trop d'odeur et qu'il y ait une bonne tolérance, même cutanée, même si on met des gants. Parce qu'on sait très bien que y a des sprays, ça peut éclabousser, et que si ça arrive sur la peau et qu'on fait une allergie derrière, bah forcément, ou même si les personnes âgées ils viennent, ou les personnes handicapées déambulent, touchent toutes les surfaces, si c'est pour que derrière ils se fassent des grosses allergies aux produits, c'est pas la peine. Donc du coup, en fonction de ces différents résultats, vous allez ensuite pouvoir regarder le prix du produit, et là vous allez décider à peu près d'un commun accord entre vous de qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Pour ma part, là, c'est mon avis personnel. Moi, j'aime bien les produits sans odeur parce que oui, c'est sympa, ça sent le pain. Puis au bout d'un moment, on vous dit oui, mais en fait, non. Et des fois, les appels d'offres, ça dure 2 ans, 4 ans. Donc, si c'est pour qu'au bout d'un mois, on vous dise en fait, le produit ne convient pas parce que j'en ai marre de sentir le sapin tous les jours, c'est pas la peine. Donc, essayez quand même d'être vigilant aussi sur tout ce qui est parfum. Vas-y pour la suite, pardon. Je termine par tout ce qui va être normes tertiaires. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a certains produits qui vont vendre une norme de sporicidie en EN 13704, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'on regarde ce qui est testé dans la norme, c'est ce qu'on appelle le Bacillus subtilis. Donc, c'est un bacille de la poussière qui sporule et qui est quand même assez résistant dans l'environnement, ce n'est pas le souci, mais en l'état, ça ne couvrira pas le Clostridium difficile. Il faudra donc demander un dossier complémentaire au labo qui doit vous le fournir pour dire que oui, certes, il est sporicide en tertiaire en 13704 et qui couvre bien le Clostridium difficile avec. Je vous en parle parce que l'état des lieux de la norme de sporicidie, elle a changé il n'y a pas longtemps. Et donc, il ne faut pas non plus vous brider sur un produit qui a encore une norme tertiaire sous prétexte que oui, mais ce n'est pas médical, etc., etc. Donc, soyez vraiment vigilants là-dessus quand même. À savoir que, là, je vais peut-être me mettre à dos mes confrères de tout à l'heure, l'eau de Javel est normée en Clostridium difficile, en EN 13704, en sporicidie. Mais cependant, il faut être quand même très vigilant à son utilisation et on l'utilise sur des surfaces propres. Donc, il faut faire ce qu'on appelle du 4 temps, avec un balayage humide, qui reste quand même le plus important, détertion, désinfection, enfin rinçage, et derrière, vous finissez avec une eau de Javel qui devra sécher pendant 15 minutes au minimum. Voilà. Et donc, pour nous, c'est la seule utilisation viable de l'eau de Javel. Terminé. Du coup, après, pareil, c'est pas remis à jour celui-là. Au final, qu'est-ce qu'il va falloir au sein d'un ESMS? Il va vous falloir, alors pour les sols, pas spécialement, c'est que vu que je suis dans le sanitaire, oui, il nous en faut un pour le sanitaire, mais pas en ESMS. Par contre, il va vous falloir un détergent désinfectant pour les surfaces, un désinfectant agréé contact alimentaire. Alors, il faut faire attention parce que les désinfectants agréés contact alimentaire, il faut tous les rincer après. Voilà. Donc, oui, c'est agréé contact alimentaire, mais il faut rincer avec de l'eau derrière. Et un détergent désinfectant normé pour l'immersion de certains produits, du petit matériel, garrot, plateau de soins, etc., etc. Pour que si vous en avez un petit peu, ça soit quand même désinfecté dans de bonnes conditions. Diapo d'après, je ne sais plus. Je crois que c'est... En conclusion, voilà, les normes ne sont pas complètes. Comme je vous ai dit, on a les conditions réelles d'utilisation, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire à l'heure actuelle. Donc, la technique reste primordiale. Vous l'avez bien vu avant. On va sûrement reparler après avec Olivier Meunier. Et un produit, ça ne remplacera jamais un bon geste, ça le complétera. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Dr Fradin. Merci pour cet exposé. Je pense que vous avez pu apporter des éclaircissements quant aux critères de choix des produits désinfectants. Tous les établissements sont confrontés à ce genre de questions, donc merci beaucoup. Marina, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a déjà une question. Benjamin, est-ce que tu voudras bien partager ton diaporama? C'est la question que je vais poser à tous. C'est bon? C'est OK pour toi? Du coup, oui, j'avais... Il y avait 2-3 fautes, mais
Ouais, du coup, oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, j'ai vu que mais tu as répondu à la question sur l'eau de Javel en même temps, donc c'est parfait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question à poser au docteur Pradin. Alors moi, j'en ai une en attendant que quelqu'un se manifeste. Quand on a parlé de conditions de saleté, si sur la fiche technique, c'est pas indiqué, c'est-à-dire est-ce que la norme est valable et validée en conditions de saleté, qu'est-ce qu'on doit considérer? Alors oui, c'est vrai que c'est pas très bien précisé. C'est vrai que certains vont revendre, parce qu'en fait, ce que j'ai pas bien détaillé pour pas trop vous perdre, c'est que les normes, c'est une méthode à appliquer pour être normé. Donc la phase 1 elle va avoir une certaine méthode et la phase 2 une certaine méthode. Et la phase 2 ça peut être fait en conditions de propreté ou de saleté. Donc effectivement, il faut bien vérifier que dans le dossier scientifique ou la fiche technique, ils valident les normes en conditions de saleté. C'est à eux de le préciser également. Et s'ils ne le précisent pas, demandez d'avoir l'information complémentaire, soit via un dossier scientifique, soit une confirmation par écrit du fournisseur. Sinon, pas clair, ce ne sera pas clair, vous ne saurez pas et vous aurez toujours le doute. D'accord. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on est souvent en difficulté face aux fiches techniques. Elles sont rarement complètes ou alors elles sont, comme vous l'avez dit, en opposition selon le prestataire ou selon le fournisseur. Ouais, du coup, je me permets de vous rappeler que c'est le commercial qui veut vous vendre un produit, ce n'est pas vous qui voulez lui acheter. Donc, c'est à lui de vous fournir tous les éléments nécessaires à ce que vous l'achetiez. S'ils ne sont pas capables de fournir les documents et les informations nécessaires ou qui tournent autour du pot, vous renseignez-vous ailleurs, vous voyez autrement. Je sais que ça prend du temps et que ce n'est pas forcément évident, mais il y a un moment, il faut réussir à prendre ce temps pour vous aider, pour aider aussi les agents avec qui vous travaillez. Oui. Et donc là, je me permets de rappeler aux établissements médico-sociaux que si vous travaillez avec une EMH, ça peut être la mission de l'EMH de faire cette recherche pour vous, pour éviter que vous vous perdiez dans les normes. Bien. Est-ce qu'on a encore des questions, Marina? Alors, on a des questions, mais ce sera plus pour Olivier parce qu'on est sur la microfibre et à vapeur. Ah, il y a le OH d'Épinal qui a levé la main. Donc, il y a sûrement une question. Je les laisse la poser. Ouvrir votre micro et poser la question. Lara? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui, donc Anne, mi-temps EMH, mi-temps EOH d'Épinal. La question, je rejoins Sabine, qu'on est embêté sur nos établissements qu'on accompagne. Souvent, quand on voit les normes, c'est aussi marqué virucidie sur Covid selon la norme 14476. Quand c'est comme ça, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'on a besoin juste norme 14476? Des fois, on a une norme où c'est précisé la bactérie ou le virus qui est concerné, mais on n'arrive pas à savoir si c'est si ça a été testé que sur un. Est-ce que c'est suffisant comme ça? C'est là toute la notion de demander le dossier scientifique. En fait, il y a certains fournisseurs qui vont être très transparents là-dessus, hein, il n'y a vraiment aucun souci, et puis d'autres, ils vont un peu tourner autour du pot. Donc, s'ils vous disent, comme je vous disais, la norme, c'est une méthode. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va prendre des micro-organismes, on va faire tremper, et puis on va voir. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Et du coup, s'ils vous disent qu'ils ont la EN 14476 en Covid, ça veut dire qu'ils ont pris du Covid, qu'ils ont mis dans de l'eau avec des conditions de saleté et qu'ils ont vérifié si le Covid était vivant ou mort à la fin. Mais ils ont fait que le Covid, du coup, sur le papier. Voilà ce que ça veut dire. Mais après, ça peut aussi, ils ont peut-être fait d'autres virus. Hein. C'est juste que vu qu'il y a eu le Covid est arrivé, il y a eu comme un effet de mode et il fallait absolument que le Covid soit validé pour être sûr, etc. Et donc, c'est un peu resté ça. Mais finalement, des fois, vous demandez, et puis vous allez voir qu'ils ont la vaccine, le norovirus, l'adénovirus. Finalement, norovirus pour la gastro, adénovirus, c'est le rhume hivernal. Voilà, quoi, c'est le principal. Vous avez vos virus. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, parce que vraiment, sinon, j'aurais fait que par les chiffres et de normes, et je vous aurais complètement perdu. Mais en gros, c'est ça.
D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut ne pas hésiter à contacter les fournisseurs, les prestataires pour avoir le dossier complet. C'est ça. Si vous voulez vraiment vous rassurer et être sûr, ouais, il faut leur demander. Ou alors qu'ils vous donnent des traces écrites. Hein. Après, c'est lui qui est responsable. Si vous dit que oui, ça marche, bah oui, ça marche. Donc, voilà. Et si derrière, vous avez des soucis et que vous en retrouvez surface ou autre, bon, après, c'est plus compliqué à faire quand même, mais voilà, c'est à eux, c'est de leur responsabilité. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour ces compléments. Merci. Alors, moi, je vais juste redemander encore quelque chose, s'il vous plaît. Si vous pouviez couper vos micros, ceux qui ne parlent pas, et couper vos caméras, parce qu'on va gagner en fluidité au niveau de la connexion, s'il vous plaît. Et je te laisse, Sabine. Et vous inquiétez pas, je reprends toutes les questions. Au pire, si on n'a pas eu de réponse là, on vous les aurait dans la FAQ. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la troisième et dernière partie de ce webinaire. On va changer un petit peu de domaine. On va parler d'un autre mode de bio-nettoyage parce que dans une démarche éco-responsable, il est possible de proposer des méthodes avec moins de produits. Donc, c'est une perspective très, très intéressante. Donc, je vais laisser la parole au docteur Olivier Meunier, qui est médecin hygiéniste au centre hospitalier de Haguenau. Voilà, docteur Meunier, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. Vous m'entendez déjà? Oui, très bien. J'ai essayé de partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran, pas de souci. Donc, avec la première diapo qui dit éco-nettoyage, moins de produits pour une meilleure efficacité. On est d'accord. Merci de me donner l'opportunité de vous parler, de vous raconter un peu nos essais. Nous, justement, on était bien embêtés avec cette histoire de phase 3 pour les normes qui n'existent pas. Alors, est-ce que ça n'existe pas parce que c'est trop compliqué ou est-ce que ça n'existe pas parce que les fabricants qui participent à la rédaction des normes se doutent qu'il sera compliqué de communiquer sur une efficacité médiocre en phase 3? Je ne sais pas. En tout cas, je vous montre un peu les résultats qu'on a, nous, de nos essais sur le terrain. Sur le terrain, ça correspond normalement à la réalisation d'une norme de phase 3, si on veut. Donc, voilà quelques diapositives pour illustrer mon propos. D'abord, quelques principes, mais qui ont été déjà énoncés par mes collègues. Le premier des principes, c'est par rapport au sol. Je voulais rappeler, et le CDC le dit bien, qu'il n'y a pas de risque infectieux par rapport au sol. Les patients sont rarement par terre. Bon, ça peut arriver, hein. Vous allez me dire que dans certains EMS, certains sont par terre, mais même le sol n'est pas considéré comme un risque infectieux. Et du coup, il va falloir le nettoyer s'il est souillé. Et le résultat qu'on attend pour le bio-nettoyage du sol, ça va être visuellement propre et accueillant. Voilà, ça c'est important. Je le rappelle, je suis obligé de le rappeler régulièrement à mes collègues médecins, chefs de service dans les services cliniques, parce qu'ils insistent pour que le sol soit désinfecté, ils insistent pour que, etc. Et c'est bien dommage de perdre son temps avec de la chimie et avec des choses compliquées pour le sol. Le résultat, encore une fois, c'est juste visuellement propre et accueillant. Même réflexion pour les murs et plafonds, bon, sauf dès que c'est sali, hein, s'il y a des projections de quelque chose, bien sûr, il va falloir nettoyer. Pareil, pour le mur et le plafond, on considère qu'il n'y a pas de risque infectieux, même au bloc opératoire, même en réanimation, il n'y a pas de risque infectieux par rapport à ces surfaces-là. Et donc, on va se contenter d'un nettoyage s'il y a des souillures. Et puis, le résultat, encore une fois, c'est simplement visuellement propre et accueillant. Voilà, donc je pense ou j'espère que ça va modifier certaines pratiques dans les établissements et qu'on va arrêter de perdre son temps, son énergie et arrêter les troubles musculo-squelettiques à force de lever et de vouloir lever un balai jusqu'au plafond ou jusque très haut pour nettoyer les murs. Nettoyer les murs, moi je le fais qu'une fois tous les 10 ans chez moi quand j'ai décidé de repeindre. Hein. Ça, je pense qu'à l'hôpital, ça peut être tout à fait pareil. Par contre, alors là, c'est autre chose. Toutes les surfaces qui sont hautes, on parle de surfaces hautes, et les surfaces qui sont très manipulées, qui sont directement au contact avec mon patient, qu'on va appeler high touch, alors qu'on soit en médico-social ou à l'hôpital, là c'est une image d'hôpital, toutes ces surfaces-là que j'ai dessinées en orange, là ce sont des véritables réservoirs microbiens, et il va falloir les nettoyer et les désinfecter, nettoyer pour que ça soit propre, visuellement propre, et désinfecter pour que ça ne soit plus des réservoirs microbiens.
Là, j'ai une petite image avec un calendrier, des minutes, des heures, des jours, une échelle du temps plutôt qu'un calendrier, minutes, heures, jours, semaines et mois. Et on peut associer, voilà, ça marche, associer un certain nombre de micro-organismes pour lesquels on connaît à peu près des durées de survie dans l'environnement sur les surfaces inertes. Et vous voyez que par exemple, Bordetella pertussis, qui est une bactérie responsable de la coqueluche, c'est une bactérie extrêmement fragile, elle va mourir dans la minute. Elle sort de son malade en toussant et quand le patient tousse, il crache son Bordetella pertussis, la bactérie va mourir tout de suite. Elle est extrêmement fragile, comme l'Haemophilus influenzae, le méningitidis et le pneumocoque. Ce sont des bactéries extrêmement fragiles. Les surfaces ne seront jamais des réservoirs à l'origine de la contamination d'une autre personne. Les contaminations d'autres personnes sont possibles, mais à condition qu'ils vous crachent à la figure. Voilà, transmission directe par les gouttelettes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite que les cibles vont être différentes en fonction de la nature du micro-organisme par rapport aux surfaces. Est-ce qu'il faut désinfecter, nettoyer telle ou telle surface en fonction de telle ou telle pathologie? À l'inverse des bactéries et virus très fragiles qui vont survivre quelques minutes ou quelques heures pour l'herpès, l'influenza, qui est le virus de la grippe, ou le VRS ou le Covid, qu'on pourrait mettre ici dans les quelques heures, on a des bactéries et des virus qui sont, eux, très, très résistants dans l'environnement et qui vont survivre des semaines et des mois. C'est le cas pour le staphylocoque. Alors, le staphylocoque, on en a plein les mains et on en disperse plein dans notre environnement. Le staphylocoque sur une surface va survivre des semaines et il va survivre, mais rester aussi potentiellement contaminant pour contaminer d'autres mains et d'autres personnes. Et puis, la palme vient au Clostridium difficile, et aux bactéries qui sporulent, qui, elles, sont capables de survivre sous forme de spores pendant des mois. Et là, on voit que notre environnement, du coup, l'environnement hospitalier, l'environnement de notre patient peut devenir un vrai réservoir microbien avec un risque de contamination des personnes si le nettoyage, le bio-nettoyage, n'est pas correctement fait sur ces surfaces qui sont utiles, manipulées, très manipulées. L'hépatite B, voilà, qui apparaît. Donc, pour ces surfaces hautes, c'est un réservoir microbien, on le comprend. Il y a un risque réel de transmission. Il va falloir nettoyer et désinfecter. Et le résultat attendu, c'est propre, encore une fois, pour être accueillant et désinfecter, c'est-à-dire débarrasser, au moins pour un temps, de ces micro-organismes, au moins suffisamment longtemps pour que la personne suivante qui arrive dans cette chambre n'ait pas de risque d'être contaminée. Alors, une fois qu'on a posé ces bases du bio-nettoyage, à mon avis, on va répondre à deux questions. Vous comprenez qu'il y a déjà nettoyé, comment on fait pour nettoyer? Et la deuxième question, c'est comment on fait pour désinfecter, même si le sujet a été abordé avec les normes et avec nos orateurs précédents. Alors, comment nettoyer? Nous, on a essayé la vapeur. La vapeur est à la mode, depuis 20 ans. Est proposée dans les établissements de santé. Voilà l'expérience qu'on a menée au bloc opératoire. Vous imaginez un bloc opératoire. En fin de programme, tout a été nettoyé, désinfecté, l'équipe est passée. Il y a eu des interventions toute la journée, il y a eu du sang forcément toute la journée. Et en fin de programme, alors que tout a été nettoyé et que c'est visuellement propre, on est très content. L'équipe est satisfaite de son travail. Nous, on arrive avec le luminol. Le luminol, vous connaissez, c'est le produit qui est utilisé pour révéler les traces de sang sur les scènes de crime. Alors bon, c'est une idée un peu tordue, je vous l'accorde, mais on est venu avec le luminol et puis on a pulvérisé du luminol sur les surfaces pour voir si on avait encore des traces de sang des interventions successives. Et voilà le résultat. En bleu ici, c'est des traces de sang. Et on comprend que notre produit, en l'occurrence c'était un bandeau en microfibre avec du surfanios, on comprend que le produit a étalé le sang plutôt que ne l'a éliminé. Donc ça fait un peu bizarre comme efficacité de la technique habituelle qu'on utilise dans nos établissements de santé. Ça étalerait plus que ça ne nettoie. Et puis si on va un peu plus loin dans nos photos, et la révélation des traces de sang, on comprend aussi qu'il y a des surfaces qui sont extrêmement difficiles à nettoyer. Et je dis souvent que pour nettoyer les pédales du bistouri électrique ou le coin ici du pied de la table opératoire ou les pédales de la poubelle, il faudrait donner à nos ASH des cotons-tiges et des brosses à dents. Si on n'a pas les bons outils, une petite chiffonnette, ça ne peut pas aller désinfecter, nettoyer ces surfaces-là. Et donc, le luminol révèle la présence d'hémoglobine et donc l'inefficacité des procédures qu'on propose dans nos établissements depuis des années. Donc, du coup, ça pose quand même question. Et alors, c'est là qu'on fait intervenir la vapeur. On a un appareil vapeur et ici, vous avez la surface avant
Après nettoyage, encore une fois, à la fin du programme, tout a été nettoyé avec la procédure habituelle. Donc, ces traces de sang résiduel bien étalées. Et puis ici, on pulvérise le luminol pour révéler et on a passé la vapeur sur ce côté-là de l'image et on voit que la vapeur a éliminé, nettoyé, éliminé l'ensemble des surfaces qu'on voulait nettoyer. On se retrouve dans une situation bien plus satisfaisante de nettoyage avec l'appareil vapeur qui en plus permet d'aller dans toutes les infractuosités et là on n'a plus besoin de brosse à dents ou de coton-tige pour nettoyer. La vapeur fait le boulot en pulvérisant un jet de vapeur sous pression et on a un nettoyage particulièrement efficace. Voilà, ça répond à certaines questions qui ont été posées dans le chat. La vapeur, c'est particulièrement efficace pour nettoyer. Comment nettoyer aussi? Est-ce que les microfibres et l'eau, c'est une bonne technique de nettoyage? Ici, je vous présente les résultats d'une étude qu'on a menée dans 3 services de réanimation. Notre service de réanimation à nous, à l'hôpital d'Agno, et 2 services dans des hôpitaux belges. On a sali les surfaces et on a demandé aux équipes de nettoyer avec microfibre et eau ou microfibre et surfagnose. Et on a sali les surfaces avec un petit marqueur fluorescent et on révèle les traces de fluorescence par une petite lampe noire, comme dans les boîtes de nuit, qui met en évidence la fluorescence. Donc, dans 6 x 3, 18 chambres, on a fait 10 spots fluorescents dans les chambres à des endroits utiles et on a demandé aux équipes de nettoyer soit avec la microfibre, soit avec le surfagnose. Et puis après, on va mesurer la qualité du nettoyage, c'est-à-dire qu'après nettoyage, on revient avec notre lampe et on révèle les traces de fluorescence. Normalement, après nettoyage, toutes les surfaces doivent être nettoyées. Et on est surpris, très surpris de voir ici que les surfaces nettoyées pour lesquelles on ne trouve plus de traces, c'est uniquement 22%. Un quart des surfaces ont effectivement vu la chiffonnette d'une façon suffisamment efficace pour que la fluorescence ait disparu. Dans 29% des cas, on retrouve une trace, c'est-à-dire que la fluorescence a été étalée, mais n'a pas été éliminée. Et dans 49% des cas, le spot est complètement présent. Ce sont des spots qu'on a bien mis sur des surfaces utiles, pas n'importe où, dans des endroits qui sont manipulés en contact avec les patients et les professionnels de santé. Et on voit là que dans la procédure actuelle, on a un gros problème. L'efficacité de cette procédure actuelle, qui est une technique manuelle, cette efficacité est très, très médiocre. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi que le passage de la microfibre ou de la chiffonnette sur une surface est insuffisant. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi qu'il faudrait certainement faire un aller-retour. Et ça, c'est un peu à l'encontre de ce qu'on nous raconte depuis 40 ans, où on nous dit, les fabricants nous disent, surtout ne revenez pas sur la surface que vous venez de mouiller parce que vous allez redéposer les bactéries que vous avez éliminées sur la surface d'à côté, vous allez les redéposer. Mais si on ne fait pas cet aller-retour, on ne nettoie pas, on n'enlève pas les salissures. C'est un peu le résultat de cette étude. Et malheureusement, pour nettoyer, il faut frotter, il faut qu'il y ait un effort mécanique pour arriver à éliminer les salissures. Et c'est ce qu'on voit souvent qui n'est pas fait dans les services. Les gens vont très vite parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de chambres à faire, et même en réanimation, ils vont très vite. Et en pensant que simplement mouiller la surface permet de nettoyer, et le fait de mouiller avec un produit chimique, le produit chimique va continuer d'agir et détruire les bactéries ou les virus qui sont présents sur ces surfaces. On verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément vrai non plus. Donc là, on apprend sur la nécessité de frotter, la nécessité de faire un aller-retour. On a bien vérifié, chez nous, que quand on faisait un aller-retour sur un spot fluorescent, la fluorescence disparaissait complètement, le spot disparaissait complètement. Et là, on n'a pas de différence entre microfibres. Sur les qualités du nettoyage, on n'a pas une différence entre microfibre et eau et microfibre surfagnose. Le surfagnose n'apporte rien de plus pour la qualité du nettoyage par rapport à l'eau sur le même type de microfibre. Ici, c'est un petit test que je me suis amusé. Bon, je suis un peu tordu, je suis désolé. C'est un petit test qu'on a fait à l'issue d'une formation ASH. On avait une quinzaine d'ASH en formation. Et avant le début de la formation, j'avais mis des petits spots fluorescents comme ça sur leur table, à chacune. Et puis à la fin de leur formation, je leur ai donné à chacune une chiffonnette pour leur demander de bien vouloir nettoyer la table avant de partir. Donc le spot fluorescent, et vous voyez que les résultats sont très insuffisants, alors qu'il n'y avait que 50 cm² à nettoyer. Donc passer sa chiffonnette comme on a l'habitude de le faire, ça ne suffit pas, il faut frotter pour enlever la salissure. Encore une fois, on a vérifié que ça partait bien. Quand on savait qu'il y avait de la salissure, il suffit de faire un aller-retour pour que ça parte. Ici, encore l'expérience. Et ici, c'est un peu plus embêtant parce que là, on est dans une chambre de patient.
J'ai fait 100 spots, encore une fois, de fluorescence sur des surfaces utiles. Et puis, on voit que dans 50% des cas, les spots sont restés. Ici, c'est la poudoir, ici, c'est la clé du placard, la télécommande, le bord des toilettes. Certainement que la chiffonnette est passée, mais pas suffisamment pour enlever la salissure. En l'occurrence, elle n'est pas visible, elle n'est révélée que par la fluorescence, mais les salissures pas visibles ne sont pas éliminées. Après, on pourra discuter, on est en train de travailler sur quelle microfibre utiliser, mais en tout cas, ça nettoie quand même bien si on applique bien, et on voit que toutes les microfibres ne sont pas aussi efficaces. En appuyant plus ou moins fort, là, on a des microfibres comme la bleue foncée, l'orange ici, qui éliminent mieux les salissures que notre témoin rose, qui est la chiffonnette en coton qu'on utilise depuis 40 ans. Voilà pour les microfibres. Donc, on a pu nettoyer efficacement avec la vapeur, on peut nettoyer avec la microfibre et l'eau, c'est intéressant. Et maintenant, deuxième question, après ce nettoyage, comment fait-on pour désinfecter? C'est la deuxième étape, on veut surtout, pour les surfaces hautes, qu'il y ait une désinfection, une élimination des micro-organismes, bactéries, virus, champignons et tout ce qu'on veut. Donc, la vapeur, est-ce que c'est un bon outil pour désinfecter? Ça, c'est une étude assez ancienne maintenant qu'on avait réalisée dans un autre laboratoire où je travaillais avant. Et j'avais voulu, d'abord, on nous vantait les mérites de la vapeur pour nettoyer et désinfecter. Alors, côté nettoyage, je suis convaincu. Côté désinfection, j'étais un peu étonné. On a fait des prélèvements, 10 prélèvements sur une surface d'1 mètre carré dans notre laboratoire, des prélèvements au sol, prélèvements bactériologiques, puisqu'on veut travailler sur la désinfection. Est-ce que les bactéries sont éliminées? Donc, 10 prélèvements, et puis on fait le nettoyage classique avec un détergent désinfectant. Donc, prélèvement avant-après. Et puis, on est un peu étonné parce qu'avant, on a une moyenne de 10 ou 15 bactéries par prélèvement, et après nettoyage, il en reste. Et quand on fait cette réduction, qu'on travaille sur la réduction de la charge bactérienne et qu'on exprime ça en logarithmes décimaux, c'est-à-dire la puissance de 10 qui permet de réduire la charge bactérienne, on a un delta, c'est-à-dire une diminution de la charge bactérienne de 0,6 log, c'est-à-dire même pas 1 log. Et je vous rappelle que tout à l'heure, dans les normes, Benjamin Fradin nous a bien présenté le résultat des normes de bactéricidie ou de sporicidie, etc., pour lesquelles on attendait, en phase 1, en phase 2, étape 1, étape 2, on attendait une réduction de la charge bactérienne par le produit d'au moins 5 logs. 5 logs de staphylocoque, 5 logs d'enterococcus irae, etc. Là, sur le terrain, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu une phase 3, sur le terrain, ce 5 logs-là, je ne l'ai pas. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas au départ, mais si je n'ai pas 5 logs au départ, j'aimerais bien qu'avec un produit qui est censé m'éliminer 5 logs, je n'ai plus rien à l'arrivée. Donc là, on passe d'1 log à 0,33 log, c'est-à-dire une réduction de moins d'1 log, donc pas si performant que ça, le détergent désinfectant appliqué sur une surface. Quand on utilise le nettoyeur vapeur, on a à peu près les mêmes résultats. Donc, sur une surface, nettoyage avant-après, prélèvement avant-après, on vérifie. Là, avec la vapeur, on est à 1 log. Donc, c'est pas mal, c'est mieux que le détergent désinfectant. En termes de désinfection, j'ai envie de dire, c'est au moins aussi bien, ou peut-être un tout petit peu mieux, que le désinfectant qu'on utilise dans nos hôpitaux depuis toujours. Avec un petit bémol quand même. Quand on pousse la vapeur dans ses derniers tranchements, c'est-à-dire qu'on va appliquer la vapeur plus ou moins vite sur la surface. Là, on a chronométré 2 minutes top chrono en faisant des prélèvements avant-après. 2 minutes pour nettoyer 1 mètre carré de surface, 2 minutes pour nettoyer 2 mètres carrés de surface, 4 mètres carrés, 6 mètres carrés, 8 mètres carrés. On mesure la réduction de la charge bactérienne et on voit que si on fait 2 à 4 mètres carrés en 2 minutes, on arrive à un résultat équivalent en termes de désinfection à notre Surfanios, notre détergent désinfectant. Et que si on va très lentement, on aura un meilleur résultat. Et si on commence à aller un peu vite, vous vous amuserez à chronométrer 2 minutes et ce que vous faites d'habitude en 2 minutes. Si vous allez un peu vite, du coup, la vapeur n'est absolument plus désinfectante. Elle restera bien nettoyante en allant partout dans les infractuosités, mais elle ne sera plus désinfectante. Donc attention, la vapeur, on peut compter dessus pour nettoyer, pour désinfecter. Dans la meilleure condition, on sera juste à 1 log, à peu près comme le Surfanios, à peu près comme les produits détergents désinfectants. Encore une fois, loin des résultats qu'on attend et qui sont annoncés par les normes. Autre utilisation de la vapeur, ici on est dans une petite salle de bain, dans une chambre,
où on a fait des prélèvements avant-après, pareil, les prélèvements sur les surfaces hautes, les toilettes, le lavabo, la tablette. Donc 10 prélèvements, et puis dans 2 chambres différentes, on a des résultats qui permettent… Alors ça c'est intéressant aussi parce qu'un des fabricants de produits vapeur, d'appareils vapeur, nous disait « c'est pas la peine de toucher, c'est pas la peine de mettre une microfibre, de loin, vous arrivez à nettoyer, vous mettez votre buse à 2-3 cm sans toucher la surface que vous désinfectez. » Et donc, quand on fait cette expérience, comme ils nous le disent, on arrive à 0,26 log, donc très très faible efficacité de la désinfection. Ça va nettoyer, la salissure va s'en aller, mais une très faible efficacité de la désinfection. Alors que quand on met la buse qui émet la vapeur sur une chiffonnette en microfibre, la chiffonnette récupère les saletés et les bactéries et les micro-organismes, et du coup, on a 1 log de réduction. Donc, la technique no touch avec la vapeur ne désinfecte pas, ça c'est clair, on est trop loin. Il faut nettoyer, récupérer les salissures et l'eau avec une chiffonnette pour au moins avoir 1 log de réduction de la charge bactérienne. Est-ce que les microfibres désinfectent maintenant? Dans cette même salle de bain, on a fait, en comparaison de la vapeur et le nettoyeur vapeur, on a utilisé juste microfibre Réo. Et voilà le résultat. On est à 1 log en moyenne sur 2 chambres, 1,27 et 0,77. La microfibre et l'eau fait aussi bien que le surfagnos et que la vapeur bien utilisée. Donc ça, on garde ça en mémoire dans notre tête. Si on veut supprimer les détergents désinfectants, c'est peut-être une piste intéressante. Microfibre et eau seul fait aussi bien que les désinfectants, les détergents désinfectants. Ici, on revient dans notre service de réanimation, dans nos 3 services de réanimation, où on avait fait des prélèvements avant. Et on a fait toute une série de prélèvements avant d'avoir sali les surfaces, comme je vous l'ai montré. Et vous voyez que sur 180 prélèvements, la moyenne de contamination, c'est de 22 bactéries par 18 cm², ce qui correspond à 1 log 34. Et donc, après avoir sali et laissé nettoyer, on refait des prélèvements bactériologiques et on passe de 22 à 10 en moyenne, une réduction de 50% de la charge bactérienne. Non seulement les surfaces restent sales, avec ces spots fluorescents qui persistent, mais en plus, on n'a qu'une réduction de 50% de la charge bactérienne, ce qui est très peu. 50%, ça correspond à 0,32 log, donc on est très très loin du log qu'on espérait avec l'utilisation d'un détergent désinfectant, encore une fois. Donc on passe de 1,34 à 1,03. C'est une réduction de la charge bactérienne très faible. Pourtant, on est en réanimation et pourtant les équipes sont rodées à nettoyer et à désinfecter en espérant un résultat de désinfection. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de différence entre microfibre et eau et microfibre et surfagnos. Le surfagnos, qui n'apporte rien pour la technique de nettoyage, l'efficacité du nettoyage, n'apporte manifestement rien de plus pour la désinfection. Heureusement, les résultats ne sont pas significatifs. La différence n'est pas significative, mais on est entre 0,4 et 0,24 avec une moyenne de 0,32. Donc, le détergent désinfectant sur sa microfibre ou la microfibre et l'eau seule font exactement la même chose en termes de désinfection. Alors, on a poussé un peu plus loin les recherches à propos des techniques de désinfection. Et vous savez qu'on parle des UV, les UVC, c'est à la mode, pour désinfecter. On a voulu vérifier si ces UVC étaient efficaces. Vous reconnaissez les prélèvements ici qui ont été réalisés dans la salle de bain avec microfibre et eau ou vapeur qui est comme première phase de nettoyage parce qu'il va falloir nettoyer avant de désinfecter. Première phase de nettoyage nous apporte 1 log à condition qu'on ait respecté un certain nombre de consignes. Et quand on expose ces surfaces-là pendant 3 minutes à un rayonnement UVC avec ce type de lampe ici, ben vous voyez que la technique rajoute 1 log de désinfection. Donc, la technique ancestrale depuis 40 ans, notre chiffonnette qui n'est pas très performante avec un produit détergent désinfectant, ne permet d'obtenir qu'un log sur le terrain, finalement en phase 3 si on veut, contrairement à ce que nous annoncent les phases 2 et les normes de phase 1 et phase 2. Et puis, les UV viennent nous rajouter 1 log de désinfection supplémentaire. Et quand on couple les deux, vapeur, microfibre et UV, on a une désinfection dont on n'a jamais qui n'a jamais été égalé par d'autres techniques. Ici, on retourne en réanimation dans nos 3 services de réanimation. Après avoir fait notre prélèvement après nettoyage, on va exposer les surfaces à une autre lampe à UV et on refait nos séries de prélèvements pour mesurer la charge bactérienne. Et vous voyez ici que les UV seuls permettent de réduire d'1 log,17 la charge bactérienne entre avant et après. Le nettoyage ne réduisait que de 0,32. Les UV rajoutent 1 log 17
Et enfin, quand on cumule les deux, on a un log 49. Alors les UV, c'est encore une fois 3 minutes d'exposition sur les surfaces. Comme la chambre est un peu grande, on peut placer la lampe à différents endroits pour être sûr que toutes les surfaces soient bien exposées. Donc 3 minutes d'un côté du lit, 3 minutes de l'autre côté du lit, 3 minutes dans la salle de bain. On a 9 ou 12 minutes, par exemple, de désinfection après le nettoyage pour enfin obtenir une désinfection d'un niveau qui nous paraît enfin intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est plus au log, mais au moins à 2 logs. Donc la vapeur est très efficace pour la phase de nettoyage. Toutes les surfaces, les anfractuosités, les niches, je pense que je vous l'ai montré. On n'a pas de différence selon les méthodes, que ce soit avec un détergent désinfectant dans les conditions d'utilisation. Il n'a pas ni d'effet nettoyant ni antibactérien supérieur au microfibréo. Et la phase de nettoyage doit être améliorée. Ça, c'est impératif. On avait l'habitude, encore une fois, de juste mouiller. Ça ne suffit pas. Les marqueurs fluorescents nous le montrent. Il faut frotter, il faut un effort mécanique. Et il faut faire un aller-retour avec la chiffonnette pour être sûr que les surfaces soient un peu mieux nettoyées. Et il faut s'organiser pour passer partout. Encore une fois, quand il y a 50% des surfaces qui n'ont pas été touchées par la chiffonnette, on peut se poser des questions. Alors, c'est pas. Je vous rappelle que notre étude en réanimation se fait dans 3 établissements différents, à des moments différents, avec le même matériel. Donc, ce n'est pas juste un problème à Agno, c'est un problème dans les hôpitaux, c'est un problème avec la technique manuelle. Une technique manuelle, c'est une technique qui n'est pas performante. Et quand on regarde dans la littérature scientifique américaine et partout, il y a énormément de publications qui montrent que la désinfection, le nettoyage des surfaces dans les chambres à la sortie des patients est globalement toujours insuffisante. Il n'y a que 50% des surfaces qui sont réellement nettoyées. 50% des surfaces utiles. On ne parle pas du dessous du lit ou du dessous de je ne sais pas quoi, les surfaces utiles, c'est-à-dire les réservoirs que je vous ai montrés en début. Donc, pour la phase de désinfection, microfibréo et vapeur, même efficacité désinfectante que la chimie. Alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'on cherche quelque chose qui nous permet de nous affranchir de la chimie. Là, on montre que la vapeur fait pareil, donc plus efficace pour nettoyer et ça désinfecte au moins aussi bien que la chimie. Et puis microfibréo, ben, c'est tentant parce que ça désinfecte aussi bien que la chimie alors qu'il n'y a pas de chimie. Les UVC rajoutent un log supplémentaire de désinfection, même si les surfaces ne sont pas bien désinfectées. Donc là, c'est un plus, parce qu'on va rattraper l'inefficacité du nettoyage par une exposition aux UV. Les UV, c'est intéressant parce que c'est automatique, toutes les surfaces vont être utiles. C'est un effet sporicide. Sporicide, c'est tuer les spores de bacillus, mais c'est tuer les spores de clostridium qui vous posent des questions et qui nous posent des problèmes en établissement de santé. Là, en 3 minutes, sans changer le temps d'exposition, on a une efficacité des UV sur les spores qui peuvent se nicher partout. Dès qu'un patient a une diarrhée à clostridium, il nous aura mis des spores un peu partout. Et il ne faut pas rêver, ce n'est pas notre produit sporicide, chimique sporicide qui va les éliminer, j'y crois pas trop. Et en plus, comme on va ne toucher que 50% des surfaces, on laisse la belle vie aux spores pendant un certain temps encore dans la chambre des patients. Quoi d'autre? Donc, nous, on essaie de militer pour remplacer le nettoyage et la désinfection manuelle qui ne touche que 50% des surfaces utiles, qui utilisent de la chimie et qui n'est pas si efficace que ça, et pour lequel il faut en plus changer de produit dès qu'on veut élargir le spectre sur un norovirus ou sur un clostridium. On voudrait pouvoir passer à de la microfibréo ou de la vapeur et additionner par un coup d'UVC. Notamment dès qu'il y a une maladie infectieuse transmissible comme la grippe, le Covid, surtout le Clostridium et les BMR. Là, on serait dans une situation manuelle et automatique. Il faut quand même nettoyer avant de désinfecter. 100% des surfaces utiles, zéro chimie, divise par 100 la charge bactérienne et je ne change pas de procédure, quel que soit le spectre antimicrobien que j'essaie de toucher. Voilà où on en est dans nos réflexions. Alors pour vous, dans vos établissements ou dans les établissements médico-sociaux, quelle technique? Ben, ça a déjà été dit. Le quotidien, ça doit être visuellement propre et dépoussiéré. Donc le balayage humide, c'est vrai qu'il faut insister sur ce balayage humide. On nous dit qu'on n'a pas le temps, mais si on n'a pas le temps, il faut faire que ça. Il ne faut pas nettoyer à l'eau. Il faut balayer balayage humide et nettoyer à l'eau quand on a le temps de faire les deux. Éventuellement, le lavage du sol avec de microfibréo, de temps en temps de la vapeur, très certainement. Au départ du résident, pareil, ça doit être propre et désinfecté. Pour le nouveau qui arrive, il a envie d'avoir des locaux désinfectés. Donc, lavage des sols microfibréo, nettoyage en profondeur avec la vapeur, ça serait un bon outil. Remise à neuf, si nécessaire, ça arrive souvent. Il y a pas mal d'EHPAD où on profite du départ du patient avant d'accueillir le nouveau, parce que ça faisait 3-4 ans que le patient était là, pour remettre à neuf, réapproprier les surfaces.
par un coup de peinture, par exemple. Donc, c'est une belle remise à neuf. Et puis, en cas d'épidémie, d'infection respiratoire ou de gastro-entérite, ben, j'en sais rien. Je suis au fait que la chimie ne fait pas mieux que les microfibréaux. Donc, pourquoi faut-il s'embêter par de la chimie? Psychologiquement, on a peut-être envie de mettre un produit chimique qui est réputé désinfectant parce qu'il répond à des normes, mais nous, on montre que ce n'est pas si efficace que ça et que la microfibréo fait aussi bien. Donc, faut-il quand même passer à la chimie, psychologiquement pour les familles, psychologiquement pour les médias, psychologiquement pour je ne sais pas qui, pour dire si, vous inquiétez pas, on a mis des produits désinfectants. La chimie reste tout à fait pertinente pour le nettoyage en profondeur et dans tous les coins et avec son effet désinfectant, même limité, mais qui reste intéressant. Et là, les UV, ça serait bien dès qu'on a des spores de Clostridium ou dès qu'on a une épidémie, les UV, ça serait pas mal. Mais là, il y a un problème d'investissement. Ce sont des machines qui, pour l'instant, sont encore chères. Mais gardez en mémoire ces notions d'UV, d'UVC, ça viendra peut-être, ça se généralisera peut-être parce que c'est une technique parfaitement efficace et éco-responsable qui nous permet de nous affranchir de la chimie. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci, docteur Meunier. Merci pour votre exposé. C'est assez étonnant et novateur pour nous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je me fais quand même une remarque. Il y en a dans le chat. Donc, on va peut-être juste revoir les petites questions qui sont dans le chat. Merci, Olivier. Du coup, au niveau de... Donc, c'est Studer Martin qui dit, donc, je reviens sur l'entretien mur et plafond. En SSR, on nous fait faire tous les murs à chaque sortie de patient. Donc, tu as bien appuyé, je crois, Olivier, sur le fait que c'était vraiment inutile, quoi. Oui, si c'est en SSR, oui, c'est inutile. On m'aurait dit en EHPAD. En EHPAD, oui, au bout de 3 ans d'utilisation de la chambre par le même résident, bah, tiens, c'est l'occasion de nettoyer en profondeur, y compris les murs. Mais en SSR, il ne faut pas. En réanimation, je milite et je me bats avec le chef de service pour qu'on arrête de désinfecter les murs et de nettoyer et désinfecter les murs. Merci, Olivier. Est-ce que tu as l'âge de survie d'un Pseudomonas aeruginosa? Alors, le problème du PIO, c'est qu'il se met volontiers sur les Alors, sur les surfaces sèches, il va pas survivre très très longtemps, hein, quelques heures probablement, mais pas beaucoup plus. Le problème du PIO, c'est que dès que la surface est humide, dès que l'humidité relative est importante, il va s'installer en biofilm et il sera difficile à éliminer, il faudra frotter. Donc, dans une salle de bain où là, il y a de l'eau en permanence qui stagne autour du lavabo, là, c'est sûr que vous avez un biofilm à PIO. Donc là, il faut frotter. Il faut vraiment, et il n'y a que l'effet mécanique qui va l'éliminer, à moins d'utiliser, je sais pas, des produits chimiques. Je pense à l'eau de Javel avec des temps de contact qui seraient assez longs pour le détruire. Mais le Pseudomonas, il est très embêtant à cause de cette production de biofilm. Et du coup, on va trouver du PIO dans les siphons de lavabo, par exemple, et dans plein de surfaces humides où l'eau stagne. Éviter la stagnation d'eau. Merci. Que pensez-vous de l'eau tri-ozonée? On nous en parle beaucoup. Alors, je n'ai pas d'expérience, je n'ai jamais essayé, mais ce que je sais de l'ozone, c'est que c'est une molécule extrêmement instable. Donc, à moins d'être produite juste au moment où on doit l'utiliser, et surtout pas dans un flacon qu'on va laisser pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, c'est peut-être actif parce que l'ozone est actif, hein, c'est une molécule très oxydante, donc il y a une activité antimicrobienne certaine, mais c'est une molécule extrêmement instable, à ma connaissance. Donc le pH varie, la température, beaucoup de choses font que la molécule d'ozone, cette O2, O3+, ou je ne sais pas quoi, ou O3-, va disparaître, peut-être même avant d'être efficace. Mais encore une fois, je n'ai pas fait d'essai, je n'ai pas d'expérience. Et quand je dis ça aux fabricants qui viennent proposer la solution, ben, je ne sais pas s'ils sont d'accord, mais en tout cas, ils n'insistent pas. Ok. Encore une ou deux questions. Du coup, est-ce que lorsqu'on passe la microfibre au sèche-linge, on détruit en efficacité la microfibre? Peut-être.
Je pense que les fabricants font des efforts, savent qu'on n'aime pas la microfibre parce que l'eau de Javel et microfibre, on a dit que c'était pas compatible. Chaleur trop forte et microfibre, c'est pas compatible. Donc les fabricants font des efforts ou trouvent des solutions. Et puis c'est vrai qu'en blanchisserie, maintenant, il y a des cycles volontiers qui sont proposés microfibre pour pas monter trop en température et surtout brasser la microfibre que l'on veut nettoyer avec de l'eau claire pour que les salissures qui sont efficacement récupérées par la microfibre au moment du lavage soient efficacement relarguées pour nous redonner une microfibre la plus efficace possible. Donc, c'était quoi la question? Je pense que j'y ai répondu, mais voilà, les fabricants sont conscients du risque et il faut voir avec vos blanchisseurs pour avoir un cycle compatible microfibre pour le nettoyage. Ok, du coup, c'est à proscrire de laisser sécher sur un étendoir, par exemple? Ah non, laisser sécher, c'est sécher possible. à température qui est compliqué. Oui. Il Ok. vaut mieux le laisser sécher sur un étendoir au soleil. Là, ça sera bien parce qu'il y a des UV A et B qui vont participer à la destruction des micro-organismes. Mais sécher à l'air libre, c'est parfait. La chaleur désinfecte un petit peu. Mais là, comme on n'a pas envie de monter à 60 degrés parce que c'est de la microfibre, on va peut-être rester à 40. On aura moins d'effet désinfectant de la chaleur pour préserver la qualité de la microfibre. Ok. Et il faut surtout qu'elle soit bien sèche, parce que si elle n'est pas bien sèche, le pseudomonas s'installe dedans et le pseudomonas prolifère, puisqu'on parlait du pseudomonas. Donc l'humidité résiduelle sur vos chiffonnettes, c'est pas bon du tout. Il faut que le cycle de blanchisserie vous ramène du linge parfaitement sec. S'il n'est pas parfaitement sec, vous le retournez en blanchisserie parce qu'il est plein de pio qui continuent de proliférer. Et là, vous ne nettoyez pas, vous étalez du pseudomonas. Ok. Est-ce que tu aurais une idée du coût d'une machine UV telle que présentée? Oui. Il y a 3 fournisseurs en France actuellement et la machine, ça va de 15 000 à 30 000 euros en fonction des fournisseurs, avec des fonctionnalités équivalentes. Ok. Donc, il faut arriver à convaincre le directeur de la nécessité d'acheter une machine à UV pour désinfecter les surfaces en étant éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va éviter d'acheter de la chimie pendant les années qui suivent parce qu'on aurait un procédé désinfectant des surfaces beaucoup plus efficace. Ça se négocie, ça se joue, ça s'essaye. Ça s'essaye. Ok. Du coup, je vais faire une dernière question, puis après les autres, de toute façon, je les garderai, vous inquiétez pas. Donc, vous nous avez parlé que des surfaces et des sols de la chambre, que conseillez-vous pour les sanitaires? La même chose, avec les mêmes contraintes, l'efficacité de la microfibre, frotter fort parce qu'il y a du biofilm, la désinfection par les UV, pourquoi pas, la vapeur, c'est génial, parce que là, vous allez voir la trace s'en aller et être récupérée par la microfibre sur votre buse. Donc la vapeur, c'est un excellent nettoyant, ça, il faut le dire. Et quand vous avez, alors on dit que ça prend du temps, mais ça prend du temps tellement c'est amusant, dans le sens où la première fois que vous l'utilisez, vous voyez la crasse s'en aller. Donc au lieu de faire ce que vous faites d'habitude en 10 minutes dans la salle de bain, là vous allez commencer à nettoyer et puis la crasse s'en va. Donc vous allez insister. Et puis c'est tellement rigolo de voir la crasse s'en aller que vous allez passer une demi-heure. Mais la première fois. Après, vous aurez compris qu'il faut aller, vous pouvez aller plus vite et que de toute façon, tout aura été désencrassé par la première application dans votre salle de bain. Et le deuxième jour, le troisième jour ou la semaine d'après, ça sera déjà propre et vous irez beaucoup plus vite à nettoyer et désinfecter avec la vapeur. Il ne faut pas s'arrêter à la première utilisation qui dit « Mon Dieu, il m'a fallu une demi-heure alors que d'habitude, je fais 10 minutes pour la salle de bain ». Nous, notre cadre a fait l'essai et elle est restée 3 heures dans la salle de bain tellement c'était amusant de décrasser ce qui s'était encrassé depuis 40 ans. Combien de temps, t'as dit? J'ai Quoi? pas bien entendu. Combien de temps? Ben, elle n'avait pas, je ne sais plus, elle a prétendu avoir passé 3 heures, c'est peut-être caricatural, mais pour dire qu'elle y avait passé du temps et finalement, pas forcément par plaisir, mais c'était satisfaisant de voir que la crasse s'en allait. Et cette crasse qui s'était accumulée depuis 40 ans, ce biofilm, ce chimiofilm d'utilisation de chimie qui s'accumule sur les surfaces, là, tout ça, ça s'en va pour rendre des surfaces qui sont agréables à voir parce qu'elles brillent de nouveau, toute la crasse est partie. Et donc, quand on commence, ben, ça fait plaisir de voir le résultat. Donc, ça prend plus de temps au début. Après, on s'habitue ou en tout cas, les surfaces ne sont plus à décrasser en profondeur.
Ok. Eh bien, merci bien, Olivier. Du coup, pour toutes les autres questions, ne vous inquiétez pas, je les garderai dans la FAQ et puis on essaiera d'y répondre au maximum. Vu qu'il est 15h40, je vais peut-être libérer nos intervenants. Je vais laisser Sabine conclure. Oui. Écoutez, merci, Dr Meunier, pour votre présentation et vos réponses. On verra bien ce que les établissements décideront dans l'avenir. J'espère en tout cas que ça va aider les décideurs des établissements pour leur choix et peut-être avec l'aide des EMH s'ils le souhaitent. Bon, en tout cas, merci à Véronique Prudent de l'OHS, du Dr Benjamin Fradin et au Dr Olivier Meunier pour toutes les présentations. Un grand merci aussi au CEPIAS Grand Est qui a permis la réalisation de ce webinaire, hein, en particulier à Marina qui a tenu le rôle de maître de cérémonie. Merci. Merci à l'ARS aussi, sans qui les EMH n'existeraient pas. Et puis une mention particulière pour les EMH, et en particulier celle d'Épinal-Remiremont, bien sûr, parce que les EMH, celles qui sont au quotidien au contact des établissements et qui font aussi un petit travail de fourmi pour cette grande mission qui est la prévention du risque infectieux. Donc merci à tous pour votre attention et à bientôt. Au revoir.